Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole d'Homme, votre émission d'analyse, de débat et de réflexion sur les grandes questions qui façonnent l'actualité de notre pays. Cette semaine, nous vous proposons un entretien au cœur de plusieurs sujets qui suscitent interrogations, controverses et débats au sein de l'opinion publique. Dénoncer des faits d'intérêt public est-il devenu un exercice à risque au Cameroun? Quels sont les fondements juridiques qui peuvent justifier l'interpellation d'un activiste comme Jacques-Bertrand Mang? Et où se situe la frontière entre la liberté d'expression, le devoir de dénoncer et le respect de la loi? Nous reviendrons également sur la polémique née autour d'un faux décret annonçant la nomination du vice-président de la République et la formation d'un nouveau gouvernement. La non-diffusion de ce document par la CIA TV a alimenté de nombreuses réactions. Que révèle cet épisode sur le fonctionnement de nos institutions et à qui le maintien du statu quo gouvernemental peut-il profiter? Autre sujet de préoccupation, le débat de plus en plus vif autour de l'autochtonie. Renforce-t-il la protection des identités locales ou constitue-t-il un facteur de fragilisation de la cohésion nationale? Comment comprendre la relative discrétion des pouvoirs publics face à une question qui nourrit parfois des tensions à caractère communautaire et tribal? Enfin, nous nous intéresserons aux interrogations soulevées par des informations faisant état d'importantes quantités d'or qui auraient quitté le Cameroun à destination de Dubaï entre 2021 et 2025, avec un manque à gagner estimé à plusieurs milliers de francs CFA, selon des données attribuées à la Société nationale des mines. Que disent ces chiffres sur la gouvernance du secteur minier? L'absence à ce jour de poursuites judiciaires ou d'interpellations est-elle de nature à susciter des questions sur l'efficacité des mécanismes de contrôle et de lutte contre les détournements des ressources publiques? Autant de questions qui méritent une analyse approfondie, loin des passions et des raccourcis, avec notre invité qui partage son regard sur ces enjeux majeurs pour notre démocratie, nos institutions et l'avenir du Cameroun. Merci pour votre fidélité. Installez-vous confortablement. Parole d'Homme commence maintenant. Une fois de plus, bienvenue chez Eco 237. Nous sommes en présence de notre invité, Monsieur Philippe Nanga. Il est le coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir. Monsieur Philippe Nanga, bonjour. Bonjour et bonjour à vos millions de suiveurs et voilà qui regardent votre émission. Merci pour l'honneur que vous nous faites une fois de plus en nous accordant cette interview dans vos locaux. Vous êtes quand même quotidiennement auprès des citoyens camerounais. Il y a un de ces citoyens-là les plus en vue ces derniers temps, depuis quelques mois, puisqu'il a été toujours dans les rues à dénoncer certaines injustices. Je fais allusion ici à Jacques-Bertrand Mang, qui était interpellé et placé sous mandat de dépôt à la prison de New Bell. Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Vous l'avez rendu visite? Ben oui, Un Monde à Venir suit ce dossier, puisque dès qu'il a été interpellé, nous étions à ses côtés, mes collaborateurs, j'étais hors du pays, mes collaborateurs sont allés au tribunal ce même jour, le rencontrer, voilà, pour s'enquérir de la situation. Donc on a eu le temps de discuter avec lui, et à la prison également, lui il est actuellement, et donc nous sommes en contact avec son conseil. Jusqu'à hier encore, on a échangé sur sa situation avec son conseil pour, n'est-ce pas, réfléchir sur la suite, puisqu'il doit rencontrer à nouveau le juge très bientôt. Oui, Monsieur Philippe Nanga, quels sont les faits qui lui sont reprochés? On sait quand même dans quelles conditions, dans quel contexte il était interpellé. Il était allé dans un poste de police après avoir été victime d'un acte qu'il qualifiait d'injustice la veille. Il allait revendiquer la réparation de son téléphone et il y a eu une altercation avec les forces de maintien de l'ordre dans ce poste de police. Finalement, il était conduit à la PJ, ensuite placé sous mandat de dépôt quelques jours après. On lui reproche quoi concrètement? Ben, on lui reproche outrage à homme maintenu et dégâts matériels dans un service public et puis diffamation. Voilà les infractions qui lui ont été opposées jusqu'ici. Et ces fondements juridiques peuvent justifier son interpellation, d'après vous? Peuvent justifier qu'il soit poursuivi, oui.
Oui. Mais maintenant, ça ne justifie pas qu'il soit gardé, puisque il faut dire que le Code de procédure pénale, quand même, encadre les possibilités pour les citoyens d'être, oui ou non, gardés à vue. Pour son cas, il est bien connu qu'il a un domicile bien connu, voilà, c'est une personnalité aussi bien connue, et ces infractions-là ne justifient pas qu'il soit détenu à la prison de New Bell en ce moment, parce que il aurait bien pu, n'est-ce pas, être poursuivi pour ces faits-là, mais tout en gardant sa liberté. Ces infractions qui ne relèvent pas d'un crime grave ne peuvent pas justifier, bien expliquer qu'il soit aujourd'hui à la prison de New Bell, sincèrement. C'est vrai qu'au sein de l'opinion publique, beaucoup pensent qu'il est interpellé pour ses multiples dénonciations. Il a commencé par la poubelle, ensuite il est davantage plus présent dans, je vais dire dans l'actualité sociopolitique. Il s'adresse parfois, il s'attaque directement, ou alors en les citant nommément certaines autorités camerounaises par rapport à des problèmes de malgouvernance. Est-ce que c'est pas lié à tout cela, son interpellation? Bah, ce que je sais de notre environnement, c'est que quand vous commencez à dénoncer, n'est-ce pas, les travers de la gouvernance politique dans notre pays, vous devenez une personne marquée. Marquée, c'est-à-dire suivie par les autorités, et donc ils n'attendent que la moindre bavure pour vous, comme on dit au quartier, pour vous frapper. Et donc, c'est évident que il s'est mis en difficulté, comme nous on se met en difficulté au regard de notre environnement. Quand je dis mettre en difficulté, c'est pas que ce soit mauvais ce qu'il fait, mais c'est tout simplement que nous sommes dans un environnement où si vous commencez à dire des choses qui fâchent, entre guillemets, pour les gouvernants, c'est-à-dire dénoncer les questions de gouvernance, qu'est-ce qu'il faisait, mettre à nu, n'est-ce pas, notre incapacité qu'il y a à avoir des villes propres. Bah écoutez, mais ça gêne. Montrer que les infrastructures sont dégradées, les conditions de santé, l'accès à la santé, le déficit d'accès à l'eau potable, des choses comme ça qu'il dénonçait. Eh bien, malheureusement, dans notre environnement, ça vous expose. Et donc, ça ne m'étonnerait donc pas, de mon point de vue, c'est d'ailleurs pour ça que nous suivons son cas, ça ne m'étonnerait donc pas que il a été marqué avec ces activités-là, et que aujourd'hui on profite de cela pour, n'est-ce pas, lui coller, n'est-ce pas, des infractions comme ce que nous avons entendu, parce qu'on a suivi quand même. Est-ce que cette personne seule est capable de commettre des dégâts tels qu'il a été dit? Je ne suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Donc, je crois aussi, comme l'opinion, que ces activités de dénonciation ont pu l'exposer de sorte que on attende la moindre incartade, la moindre erreur, entre guillemets aussi, ou alors le moindre fait répréhensible, possiblement répréhensible, pour le poursuivre. Est-ce que ça ne met pas en question, tout cela remet pas en question les libertés publiques au Cameroun? Que devient le Cameroun justement aux yeux du monde? On a signé un certain nombre de conventions sur les droits de l'homme. Lorsqu'on se rend compte aujourd'hui que quelqu'un est poursuivi, bon, on ne sait pas encore si c'est véritablement les faits qui seront retenus contre lui, mais tout porte à croire, d'après certains dit, lui-même il avait dit, d'ailleurs on a eu l'occasion de l'interview où il disait qu'il est suivi tous les jours. Est-ce que ça ne ternit pas un peu l'image du Cameroun de savoir que vous n'êtes pas libre de dénoncer, de dire ce qui ne va pas dans votre pays? Je suppose que vous voulez simplement que je redise des choses, n'est-ce pas, pour ceux qui vous suivent, parce que le Cameroun est un des cas faisant partie des multiples dont nous avons déjà documenté. Je suppose que vous avez eu accès à notre rapport sur les droits de l'homme au Cameroun concernant l'année 2025 et que on a dénombré plus de 2000 cas d'arrestation et détention arbitraire
Donc, le cas Mang, vous imaginez, si en 2025, on était à plus de 2000 cas d'arrestation et de détention arbitraire, vous comprendrez que non, c'est pas aujourd'hui que le Cameroun s'est, j'ai envie de dire, activement engagé à se fourvoyer à travers son image au niveau international. C'est pas aujourd'hui. L'image du Cameroun est cornée depuis longtemps par les gouvernants eux-mêmes, n'est-ce pas, à travers les actes qui violent allègrement les engagements du Cameroun au niveau national et au niveau international. Donc, c'est un cas de plus tout simplement qui malheureusement vient remettre une couche supplémentaire sur, n'est-ce pas, l'image, j'ai envie de dire, noire de notre pays concernant les questions de liberté publique au Cameroun. On ne va pas revenir sur des cas, j'ai envie de dire, emblématiques. Quand vous avez affaire à le feu Anissé qui est décédé en détention, quand vous avez affaire, quand vous savez que dans ce pays, le Cameroun, qui a ratifié, qui a intégré, n'est-ce pas, dans sa constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment la partie des libertés publiques, qui a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques, les droits, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, et plein d'autres instruments internationaux qui protègent les citoyens. Quand vous savez que ce pays-là, c'est ce pays-là qui détient en ce moment à Yaoundé dans une prison un garçon comme Bibou Nissak, condamné à 7 ans, qu'on allait chercher chez lui, à son domicile, et qui n'a jamais fait une marche, qui n'a jamais organisé une marche, qui n'a jamais manifesté, mais il a pris 7 ans. Quand vous avez affaire à un pays où vous avez Alain Fogué, le professeur Alain Fogué, qui est en prison, condamné à 7 ans, qui n'a jamais été à la tête d'une marche quelconque, qui n'a fait aucune manifestation, vous comprendrez que le cas Mang, c'est, j'ai envie de dire, c'est une petite goutte, n'est-ce pas, dans l'arsenal des violations des droits de l'homme dont le Cameroun est passé désormais maître. On va dans la même lancée également dire un mot concernant le cas d'André Blaise Essama, qui également se trouve dans une situation peu recommandable. Il est victime de diabète, en tout cas, étant toujours détenu dans les conditions qu'on peut interroger. C'est vrai qu'il, d'après les informations que nous avons eues, il serait à l'hôpital. On a quand même pu le conduire à l'hôpital pour suivre ses soins. Mais c'est extrêmement grave quand même tout cela. Très grave, parce que le cas Essama, c'est pareil. Voilà quelqu'un qui est interpellé. Il était dans la rue avec ses amis. Après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Longtemps après, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est récent encore, là, cette arrestation-là. Et donc, il est d'abord gardé à vue, n'est-ce pas, à la PJ. Il n'y a rien, aucune poursuite réelle contre lui. Et au moment où on demande sa libération, tout simplement, le lendemain, il est transféré d'abord à Newbel, après transféré au tribunal militaire où, n'est-ce pas, il est sujet à d'autres accusations. Donc, c'est vraiment un cas bizarre de quelqu'un qui au départ est gardé à vue dans un commissariat et qui finalement se retrouve poursuivi par le tribunal militaire, on sait pour quelle raison. Donc, et on sait qu'il est malade et nous avons été déjà plusieurs fois le rencontrer à la prison. Je peux vous garantir que les conditions de détention sont insoutenables à Newbel. Je peux vous le garantir parce que mes collaborateurs ils vont tout le temps. Moi-même, j'y suis allé il y a quelques jours encore. C'est insoutenable de voir les gens à Newbel, n'est-ce pas, qui dorment à même le sol en plein air. Quand vous arrivez là-bas en journée, des gens qui ont des blessures aux pieds, qui sont pas traités. C'est insoutenable de voir, n'est-ce pas, des gens détenus pour des faits non compréhensibles, n'est-ce pas, dans ces conditions-là. Parlons maintenant d'un autre sujet qui cristallise l'attention de l'opinion depuis quelques jours. Il s'agit de la non-diffusion par la CIA TV d'un document. En fait, on parle d'un faux décret annonçant dans la nomination d'un vice-président
et le nouveau gouvernement, toujours attendu par les Camerounais. Il faut dire que cette actualité suscite énormément les réactions au sein de l'opinion et même des hommes politiques, de la société civile que vous êtes. Dites-nous comment vous appréhendez une telle actualité, parce que ça bavarde depuis. Et la première question que je voudrais poser, pourquoi l'information a été rendue publique par un journaliste qui travaille pour un média international? Bien qu'étant camerounais, je fais allusion à Polycarpe Somba. Et les faits, pourtant, sont déroulés à la CIA TV. On se sera attendu que la CIA TV passe l'information en premier. Avant de revenir sur ce cas, permettez-moi, parce que je m'en voudrais de ne pas faire cas de ce que j'ai vu à la prison de Nouvelle, où j'ai trouvé 3 enfants, 3 mineurs, 14 ans, 16 ans et 17 ans, détenus depuis le mois d'octobre. Un qui est actuellement très malade, celui de 16 ans, qui a une tuberculose, et qui sont gardés là-bas simplement parce que un juge exige, n'est-ce pas, une caution de 100 000 francs. Et ils en ont pas. Ils en ont pas parce que, par exemple, il y a un qui vient du nord-ouest, et qui a fait que 2 ans à Douala, et qui bricolait dans un garage. Donc, on n'est même pas sûr que peut-être c'est à travers les médias que son responsable de garage saura qu'il a un Nouvelle. Donc, quand on le prend, il erre là, avec d'autres jeunes, d'autres gamins, au quartier, et c'est comme ça qu'on le récupère, et c'est tout un Nouvelle. Il n'a même pas de contact à Douala, il n'a aucun contact, n'est-ce pas, dans son village, et donc, personne ne connaît personne. Et il est là depuis le mois d'octobre. Ce sont des mineurs qui n'ont commis, parce que j'ai échangé avec eux, et d'ailleurs, leur dossier ne dispose d'aucun élément d'incrimination à leur endroit. Donc je peux, n'est-ce pas, dire ici que ces enfants n'ont commis aucun crime, et ils sont en Nouvelle depuis le mois d'octobre. Voilà. Ce n'est pas acceptable dans notre pays. J'ai eu, je vous dis, les larmes aux yeux de voir ces enfants-là à la prison. Vous imaginez qu'est-ce qu'ils vont devenir après la prison? Des enfants qui n'ont rien commis, qui se retrouvent dans cette situation-là, dans un milieu où il y a des grands bandits, des brigands et tout, ils côtoient ces gens-là. Vous imaginez comment leur vie est marquée désormais avec leur passage à Nouvelle, vous imaginez? Donc, voilà. Je voulais quand même parler de cela. Oui, c'est et interpeller les autorités judiciaires, le ministre de la Justice, le ministre de l'administration territoriale qui a déclaré dans un média qu'il n'y avait plus de mineurs dans nos prisons. Il me semble avoir entendu quelque chose comme ça là. Et donc, on a encore des mineurs arrêtés en octobre 2025 qui sont encore à Nouvelle et il me semble aussi à Ngoma. Certainement dans beaucoup d'autres prisons, c'est un cas parmi tant d'autres. C'est ça. Revenons justement sur cette actualité qui cristallise l'attention des Camerounais. Maintenant, oui. Cette affaire de décret d'or. Oui, comment ça se fait que ce soit un journaliste à l'extérieur du pays, oui, qui soit dans un média étranger qui nous donne l'information? C'est malheureusement la réalité du Cameroun. C'est-à-dire la réalité du Cameroun, c'est que les personnes extérieures sont les personnes les plus aptes, n'est-ce pas, à avoir accès à des informations stratégiques, plus que nous-mêmes qui sommes au pays. Et c'est pas fait exprès? Je sais pas si c'est fait exprès, c'est tout simplement que si vous demandez à aller interviewer le secrétaire général de la présidence de la République, je suis pas sûr qu'il vous recevra. Mais si c'est RFI qui fait la demande, eh ben, au moins, même s'il ne fait pas l'interview, il va au moins parler avec eux. C'est ça la réalité. Si vous demandez à parler à un ministre, à un ministre, je suis pas sûr qu'il va l'accepter. Mais si c'est RFI, France 24 qui demande à parler à un ministre, bah, il va s'exécuter. C'est ça la réalité dans notre pays. Donc, ça me surprend pas que ce soit ce journaliste-là qui ait rendu public cette information, dont la CRTV, évidemment, était au courant, puisque c'est elle qui a été, n'est-ce pas, au cœur même du sujet. Encore plus que j'ai suivi il y a quelques jours encore, le responsable de l'Observatoire des médias au ministère de la Communication, qui nous informait qu'à la réalité,
l'information même partagée par Polycarpe Persomba n'est pas tout à fait juste. D'abord, 2 jours avant, le même document aurait été déposé à l'office de la CRTV, l'office de la radio. Là-bas, ça a été déposé. Ça veut dire que 2 jours avant, ils étaient déjà informés. Et le mec, il est parti. On ne l'a pas poursuivi. 2 jours après, il revient. Et cette fois, selon ce cadre du ministère de la Communication, c'est bien Charles Ndongo, le directeur général, qui l'a reçu. Ça veut dire que c'est une personnalité bien connue. Parce que quelqu'un, un inconnu, ne peut pas venir à la CRTV, demander à rencontrer le directeur général et le reçoit sans que le directeur général ne se rassure de qui il s'agit. Tout à fait. Ça veut dire que ça, c'est une personnalité. On a bien pu vérifier que c'est vraiment une personnalité, n'est-ce pas, qui mérite que le DG le reçoive. Et donc, qu'est-ce qui peut expliquer que si effectivement, comme on veut nous faire croire, c'est un banal Camerounais, n'est-ce pas, qui a monté, n'est-ce pas, un document et qui allait le déposer à la CRTV, pourquoi la CRTV n'a pas donné cette information en temps réel? Est-ce qu'un banal Camerounais, est-ce qu'un Camerounais lambda peut prendre ce risque-là? C'est ce qu'on veut nous faire quoi? C'est ça que je pose la question que, écoutez, imaginons que ce soit vrai. Voilà. Pourquoi donc ne pas rendre public l'information en temps réel? Si quelqu'un a monté un dossier et est arrivé à la CRTV, l'a déposé, bah, à la limite, même on aurait montré son image à tout le monde. Que voilà, puisqu'il y a les caméras à la CRTV. On nous aurait fait un petit film de comment il est entré, comment il a été reçu par le DG, comment il est ressorti, comment on est venu le prendre là-bas pour l'amener au CED, pour l'entendre et peut-être me le libérer parce qu'on voit que c'est quelqu'un de détraqué mentalement. Donc, cette affaire est, pour moi, bien plus compliquée que ça. Que pensez-vous de ceux qui estiment que cette affaire est assimilable à un règlement de compte dans une guerre de clans qui se mène au sein justement de la haute administration pour la succession, en vue de la succession du chef de l'État? Est-ce qu'il n'y a pas une guerre de clans qui se mènerait au sein justement de ces administrations-là? Je ne sais pas si c'est une guerre de clans ou un règlement de compte. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais ça peut être à la fois tout ça. Mais une chose est certaine, c'est que notre pays, de mon point de vue, et nous l'avons dit, nous le disons depuis quelque temps, donne le visage d'un bateau dont le capitaine n'est plus en place. Et donc, chacun essaie de mettre la main pour ne pas voir le bateau chavirer sans avoir la moindre expérience que ce soit. C'est malheureusement ça la situation du Cameroun. Et dans cette situation-là, où le capitaine n'a pas préparé son départ du bateau, eh bien, tout le monde, plusieurs prétendants, n'est-ce pas, s'active pour reprendre, n'est-ce pas, les rênes, n'est-ce pas, du bateau. Et donc, dans cette bataille-là, on peut arriver à voir ce qu'on a vu qui aurait pu être un scandale, sinon une catastrophe, et même... Et si le décret était vrai? Parce que d'aucuns estiment aussi que ça pouvait être un décret vrai, signé par le chef de l'État lui-même. Personne ne sait pour l'instant. Si le décret était vrai, signé par le chef de l'État lui-même, pourquoi est-ce qu'il n'est pas rendu public? Peut-être parce que certains noms n'y figuraient pas. Bon, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président n'est plus là. Parce que s'il a signé un décret et que le décret n'est pas rendu public et qu'il est vivant, qu'il porte encore tous ses sens, ça suppose qu'il est au courant que le décret qu'il a signé n'est pas rendu public. Ça suppose qu'il peut quand même réagir pour demander que le décret qu'il a signé soit rendu public. On ne va pas me faire croire qu'aujourd'hui, M. Biya ait toutes les aptitudes et qu'il ne soit pas capable de faire diffuser un document dont il a la signature, dont il reconnaît lui-même avoir la signature. Je ne suis pas convaincu de cela. Par contre, mon analyse personnelle, je pense, comme je le crois pour beaucoup d'autres documents, la signature du président de la République est posée sur beaucoup de documents. Je crains que ce soit ce qui se passe depuis quelque temps, que des gens aient la possibilité de poser, n'est-ce pas,
la signature du président sur des documents et que lui-même s'en trouve surpris d'apprendre que tel document a été rendu public. Je crains que ce soit le cas depuis quelque temps et je crains donc que ce soit le cas pour ces fameux décrets qui étaient destinés à être lus à la CRTV. Donc je crains que des gens aient simplement eu accès à ces cachets, à ces signatures et aient posé simplement ces signatures-là sur les documents sans que lui-même soit au courant et qu'un clan soit informé qu'à la réalité, le président n'a pas donné son OK pour que ces signatures soient posées. Et donc, ce clan a donc la possibilité de bloquer. Tout à fait. Mais ça ne m'étonne pas que si ce décret avait été lu, ça ne m'étonne pas que M. Biya n'ait pas réagi. Il aurait pu ne pas réagir parce qu'il aurait dit aux gens, bon, on a déjà lu, qu'est-ce qu'on fait? On devait juste mettre en application. Tout simplement. C'est ça que je crains. Et vous imaginez ce que ça pouvait créer, sachant que, en fait, on lui a imposé, n'est-ce pas, des nominations, et lui n'était plus en capacité de reculer, il a gré tout simplement. Mais on a appris justement, venant toujours de Jeune Afrique, qui est malheureusement ou heureusement l'informateur des journalistes camerounais, parce qu'on se refait plutôt à ce média-là, à ce média international, on a appris justement qu'une enquête aurait été ouverte, avec le chef d'État lui-même aurait instruit une enquête auprès du secrétaire général de la présidente de la République. Peut-on ça, si c'est le cas, si c'est vrai, peut-on s'attendre à quoi finalement? Non, je voudrais sérieusement dire ici pour ceux qui vous suivent que il faut que les Camerounais finissent par retrouver leur lucidité. Nous devons retrouver notre lucidité. J'ai l'impression, comme disait Valsero, que nous sommes désormais, pour la plupart, moi je ne le suis pas de toute façon, pour la plupart zombifiés. Je peux pas comprendre que dans l'état actuel des choses dans notre pays, que les Camerounais, dans leur majorité, ne comprennent pas que le président Biya ne tient plus, n'est-ce pas, réellement le pouvoir. Ça, moi, j'y crois fermement. J'ai toujours pensé, et je le pense encore, que M. Biya n'a pas eu de lui-même l'initiative, n'a pas été lui-même à l'initiative même de sa candidature. Mais il a prêté serment, non? Oui. Pourquoi donc avoir prêté serment? Je vous ai dit tout à l'heure que si on avait lu ce décret, ben, je suis pas sûr que Biya aurait réagi contre. Bien que je suis convaincu que c'est pas lui qui est agréé, n'est-ce pas, la diffusion d'un tel document. Parce que si c'est lui, il n'y a pas de raison que on ne le fasse pas. Donc, pour vous dire que quand vous êtes, j'ai envie de dire, captif, n'est-ce pas, par un lobby. Vous savez, le pouvoir, c'est comme une mafia. C'est comme dans la mafia. Vous savez, c'est comme dans la mafia, le pouvoir. Quand vous êtes à la tête, n'est-ce pas, d'un groupe politique, c'est comme dans la mafia. Vous ne faites plus les choses comme vous voulez. C'est le groupe, n'est-ce pas, qui vous conduit. Il faut être très puissant pour être celui qui donne le là. Et là, il y a des limites, parce que il y a eu des moments où on savait que c'était le président Biya qui donnait le là. Mais dans l'état actuel de son âge, moi, je défends encore, et je voudrais qu'on me le prouve le contraire, je défends encore que M. Biya, à près de 100 ans, ne peut pas disposer des moyens physiques, mentaux, pour prendre des décisions stratégiques. Moi, je défends cette position-là. Il faut peut-être que lui me le prouve, qu'on ait une séance de travail qu'on débatte, qui nous démontre qu'il maîtrise encore des grands dossiers de ce pays. Je ne suis pas convaincu à cet âge-là. Je côtoie des gens de 90 ans, vous voyez comment ils parlent avec vous, 30 minutes après, ils se souviennent plus de ce qu'ils vous ont dit il y a 30 minutes. 90 ans, 94 ans, 95 ans, non. Il faut que les Camerounais, n'est-ce pas, retrouvent leur lucidité et qu'on arrête de penser que Biya a actionné telle chose. Non. Si on dit qu'il y a une enquête, n'est-ce pas, diligentée contre des gens, n'est-ce pas, recommandée par quelqu'un,
j'ai envie de dire qu'on ne porte pas ça sur la tête de M. Biya. J'ai envie de le dire. Parce que de mon âge, j'ai quand même vu ce monsieur diriger le Cameroun. J'avais déjà quand même un âge, je pense, un peu avancé. J'étais au moins déjà un gaillard quand il prend les pouvoirs en 82. Donc, j'ai une bonne lecture de sa façon de conduire, n'est-ce pas, le pouvoir. Ce que nous vivons ces 5 dernières années, ces 10 dernières années, on voit très bien que l'homme n'a plus la main. C'est-à-dire que depuis le mandat précédent. Oui, ça, on voit bien que l'homme n'a plus la main. Je vous dis encore, et moi je le défends, que M. Biya, quand il tenait ce pays encore, je ne suis pas sûr. Il a fait des choses méchantes. Je ne suis pas sûr que lui aurait accepté que les Bibou Isaac soient en prison. Que les Alain Fogué soient en prison. Qu'on ait gardé un malade comme le feu Anissé et qui aille trouver sa mort là-bas. Je ne suis pas sûr. Que l'Indien Kamtiameni soit détenu là-bas sans qu'on sache exactement pour quelle raison. Je ne suis pas sûr. Je le dis parce que pendant longtemps, Douala a connu des marches pacifiques. Vous connaissez l'époque glorieuse du SDF. Il y avait des marches à Douala. On arrêtait des gens tout le temps. Même les Canets, à l'époque, ils faisaient des manifestations ici. On les arrêtait le matin et dans l'après-midi, ils étaient relaxés. Ils étaient relaxés. D'où vient-il qu'aujourd'hui, on vous soupçonne d'avoir soutenu une marche pacifique, vous prenez 5 ans? Non. Moi, on a beaucoup reculé. Je ne peux pas penser que M. Biya tienne encore, n'est-ce pas, les manettes de ce pays, n'est-ce pas, avec de tels actes. Oui, lui aussi, il a posé des actes hautement répréhensibles, mais il y avait quand même de la mesure. Mais depuis un moment, il n'y a plus de mesure. Il n'y a plus de mesure. C'est scandaleux. Vous avez, on est en train de traverser des scandales. Covid-Gate, Can-Gate, je sais plus quoi, l'or du Cameroun, le pétrole. Mais le président ne bouge pas. Et donc, excusez-moi, qu'on nous dise que le président a demandé une enquête. Mais franchement, c'est là encore, écoutez, on nous balade là. On nous balade. Nous devons prendre conscience de ce que la situation est grave. Parlons de notre phénomène qui menace également la cohésion sociale au Cameroun. Il s'agit justement des débats autour de l'autochtonie de plus en plus présents dans l'espace public. On a des visages qui sont collés justement à ces débats-là, qui sont des hommes politiques et qui estiment que il est temps de faire bénéficier quand même d'un certain nombre de privilèges aux autochtones. On a vu, pour prendre le cas de Douala, des gens se revendiquer d'être justement des littoraliens récemment, et sur la place publique, à travers les réseaux sociaux, justement, c'est ce discours de haine, ce discours tribaliste là qui est répandu tous les jours. Est-ce que c'est de nature véritablement à garantir ou alors à faire pérenniser la cohésion sociale que nous souhaitons dans notre pays? Comment vous vivez cette situation, vous, en tant que défenseur des droits de l'homme? Bon, je dois vous dire que nous avons vu monter, n'est-ce pas, l'exacerbation du discours de haine depuis quelques années, ce qui nous a fait d'ailleurs monter beaucoup d'initiatives, dont l'une, c'est le tracking dans les réseaux sociaux des propagateurs des discours de haine. Et donc, nous exposons à travers une publication trimestrielle que nous rendons, n'est-ce pas, que nous produisons tous les trimestres pour décourager ces propagateurs de discours de haine. Nous avons également formé des jeunes qu'on a appelés les ambassadeurs de la démocratie et de la cohésion sociale, qui sont sur le terrain et dans les réseaux sociaux également, pour essayer de déconstruire les discours haineux propagés par des personnes et sensibiliser les gens sur le terrain sur les dangers, n'est-ce pas, de ces discours de haine. Donc, nous avons mené ces activités-là parce que justement, nous sommes aperçus que, attention, on risque de ne pas nous en sortir avec une telle situation. Depuis quelque temps, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que certains politiciens sont passés
à une étape supérieure. Il y avait déjà l'instrumentalisation tribale dans notre pays depuis des années. Mais certains politiciens sont passés à un niveau supérieur. Celui d'agiter la tribu, n'est-ce pas, contre d'autres tribus, leur tribu contre d'autres tribus, et en faisant croire que, oui, eux, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que il y a d'autres tribus qui sont des obstacles à leur épanouissement. Et on voit ce que ça crée. Cette affaire des littoraliens, ça me fait rigoler un peu parce que nous, on a fait venir un historien il y a quelques années avec les jeunes, hein, au cours d'une activité, pour comprendre la situation des migrations au Cameroun. Et cet historien enseignant d'université nous a bien démontré qu'en la réalité, personne n'est chez lui, on va dire comme ça. Il nous a démontré qu'il y avait un brassage communautaire tel que vous ne pouvez pas vous prétendre être différent d'un autre Camerounais. Il nous a démontré que les gens partant du nord avaient des liens avec des gens au sud. Les gens au sud avaient des liens avec des gens à l'ouest. Les gens à l'ouest avaient des liens avec des gens au nord-ouest. Il nous l'a démontré à travers les faits migratoires au Cameroun. Donc, quand on dit littoralien, je pose la question, on veut dire qui? On veut parler de qui à la réalité? Les autochtones? Qui est autochtone? C'est à partir de quand on est autochtone? Parce que ceux qui parlent d'autochtonie, ils ne comprennent pas. C'est à partir de quand? Alors, je dois dire que cette notion d'autochtone est plus ou moins encadrée par les Nations Unies. Il y a deux dimensions, n'est-ce pas, qui encadrent la qualité d'autochtone. La première chose, n'est-ce pas, c'est la fixation sur la durée à un même endroit. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'attachement à des façons de faire historiques dont on ne veut pas se passer. Voilà les deux choses qui caractérisent les autochtones. C'est pour ça qu'on en a dénombré clairement au Cameroun. Les littoraliens ne font pas partie. Ça veut dire que quelqu'un peut partir d'une autre région, aller s'installer dans une autre région, peut-être être né dans cette autre région et devenir autochtone de cette région. Puisque c'est une question de durée, comme vous l'aviez dit. Comprenez? Et l'attachement aux façons de faire sur la durée. Tout à fait. Par exemple, si quelqu'un se réclame de Douala, non seulement il se réclame qu'il est là depuis ses parents, ses grands-parents depuis 200 ans, et qu'il est attaché aux façons de faire d'il y a 200 ans. On voit bien que lui, il a gardé sa maison, il mange pas n'importe quoi, il s'habille pas n'importe comment, et qu'il tient à vivre comme ça depuis longtemps. Eh ben, c'est cette communauté-là qui est marquée comme autochtone. C'est pour ça qu'ils sont bien connus, les Pygmées, ils sont bien connus. Est-ce que ces expressions-là devraient en réalité exister dans un pays qui veut construire sa vie? On pense en fait que un pays, c'est un tout en fait. Maintenant, quand on commence à utiliser ce genre d'expression autochtone, allogène, est-ce que c'est pas déjà... Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a une dérive. Il y a une dérive, il y a, si vous voulez, une déformation du terme. C'est fait exprès par ceux qui instrumentalisent les tribus, tout simplement. À la réalité, nous avons tous grandi dans des environnements où on ne cherchait pas à savoir qui est qui, d'où vient tel ou tel. Et donc, ça a été comme ça pendant longtemps dans notre pays. À la réalité, personne ne peut se revendiquer comme étant de ici. Maintenant, les cultures existent, les façons de faire existent selon les lieux, selon les milieux. On peut bien revendiquer la préservation de nos façons de faire. Mais on ne peut pas, je le dis encore, on ne peut pas revendiquer le droit d'exclure des gens dans son environnement. Ça n'est pas possible dans une république. Ça n'est pas possible dans une république. On peut revendiquer le droit de garder, de préserver ces façons de faire culturelles, ancestrales, mais on ne peut pas revendiquer le droit d'exclure des gens dans son environnement. C'est pas possible. Sauf si ces gens-là s'attaquent aux cultures que vous voulez préserver. À ce moment-là, il revient à la nation, à l'État, qui a ses structures de régler ça. Il ne revient pas aux individus de le faire. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir de discours qui visent une communauté quelconque quand on est dans une république.
Et d'ailleurs, notre constitution est claire. Chaque Camerounais a le droit d'aller, de circuler, de s'installer où il veut. Donc, c'est ça la réalité. Mais sauf que, je le dis encore, les politiques, j'ai dit les politiques, ont commencé à instrumentaliser. Vous avez vu quelqu'un, un préfet, on a laissé faire. Mais aujourd'hui, on peut voir que d'autres personnes agitent la question tribale. Un préfet prend un arrêté en disant, si quelqu'un tient un propos malveillant, qu'il juge, lui, malveillant à l'endroit du président de la République, cette personne sera déportée du département du Fondi. Vous avez vu ça? Fondi, oui. On a laissé faire. On a laissé faire. Et justement, c'est là la question. Comment expliquer cette relative discrétion des pouvoirs publics, on va le dire ainsi, face à cette question-là, je vais dire, concernant ces questions qui alimentent parfois les tensions à caractère tribal. Mais il se trouve simplement que c'est mon analyse aussi et mon opinion personnelle. Ceux qui sont à la gouvernance du pays aujourd'hui ont utilisé, n'est-ce pas, la division tribale pour se maintenir. C'est un de leurs piliers, n'est-ce pas, de maintien au pouvoir, la tribalisation de l'espace civique et politique. Et c'est en leur faveur. Si les gens se battent tribu contre tribu, et c'est eux qui perçoivent les gains, n'est-ce pas, de cette bataille entre guillemets tribale. C'est pour ça que on peut pas s'étonner que le gouvernement ne fasse rien, parce qu'ils ont le pouvoir. Et même, vous voyez que la structuration de la tribalisation de la vie civique et politique, elle est bien construite par le système gouvernant. C'est-à-dire, j'ai pris l'exemple de ce préfet, quand il prend une telle décision, eh ben, on doit l'interpeller pour qu'il retire cet arrêté-là. On ne l'a pas fait. Ça veut dire que lui, préfet, estime qu'il a le droit de chasser les gens, n'est-ce pas, dans un département, simplement parce qu'ils ont eu un propos jugé malveillant par lui à l'endroit du président de la République. Alors qu'il y a la justice. Si vous avez un propos jugé outrageant à l'endroit, on vous poursuit tout simplement. On ne vous déporte pas d'un lieu à un autre endroit. Vous voyez? Il y a des gens qui passent de télévision en télévision, justement, pour propager les discours de haine. Personne n'est interpellé. Moi, je suis étonné. Et nous avons déjà interpellé le gouvernement plusieurs fois dans nos communications sur ça. Des gens ne peuvent pas ouvertement dans des médias vous dire, moi je hais telle personne et cette personne est libre. Moi je hais telle communauté et cette personne est libre. Et pourtant c'est le cas depuis quelque temps. Et ce que vous devez savoir, c'est que quand une personne commence à tenir un tel discours, eh ben, sachez que il contamine entre guillemets d'autres personnes. Donc ça se diffuse et les gens finissent par comprendre que moi aussi je peux. Tout à fait. Moi aussi je peux. Et donc rien ne va m'arriver puisqu'il y a un autre qui l'a fait, qui le fait tout le temps, rien ne lui arrive. Et voilà comment la société est en train aujourd'hui de se fissurer. Et Dieu merci, au moins sur cet aspect-là, je pense que les Camerounais sont suffisamment matures pour ne pas se laisser aller plus loin. Mais attention, et là aussi, je voudrais bien appeler ceux qui vous suivent à ne pas se laisser entraîner, n'est-ce pas, dans cette fourberie. En réalité, ceux qui s'appuient sur, n'est-ce pas, le repli identitaire pour trouver une place dans la société, c'est simplement des paresseux qui refusent de travailler, n'est-ce pas, pour avoir droit de citer dans notre pays, et surtout qui refusent de s'exposer pour que on améliore la gouvernance politique et que tout le monde ait les chances de réussir. Tout simplement. Parce que, au lieu de penser que il faut qu'on me donne la place parce que je suis dans une communauté dite minoritaire, ben, je dois, n'est-ce pas, demander à ce que la gouvernance politique change et qu'elle prenne en compte l'ensemble des citoyens camerounais, de sorte que personne ne soit mis de côté et donc exclu, n'est-ce pas, de l'intégration sociale, et donc exclu, n'est-ce pas, du mieux-être et du mieux-vivre. Et voilà comment est-ce que on peut nous travailler pour que ce soit la société qui bénéficie d'un environnement propice pour les meilleures conditions de vie pour tout le monde. Ce n'est pas d'agiter la tribu en disant non, nous sommes minoritaires, on doit, n'est-ce pas,
parce qu'on est minoritaire, nous protéger, on doit nous décréter, n'est-ce pas, la présence dans les institutions, on doit nous décréter la présence, je sais pas comment, dans les entreprises, je sais pas, non. Je pense que le débat est ailleurs. Ne nous laissons pas entraîner dans cette fourberie parce que le gouvernement qui laisse faire a utilisé la tribalisation de l'espace civique et politique depuis longtemps pour se maintenir au pouvoir. Donc ne tombons pas dans ce piège. Merci infiniment. On va sortir de cet entretien avec cette préoccupation qui interpelle la gouvernance publique. Il s'agit quand même de détournement présumé d'or au Cameroun. Selon les données attribuées à la Société nationale des mines, environ 44 tonnes d'or auraient quitté le Cameroun à destination de Dubaï entre 2021 et 2025, ce qui représente un manque à gagner de près un peu plus de 2000 milliards quand même au trésor public. C'est vrai, là, il faut dire que le ministère des Mines a rendu public un certain nombre d'entreprises qui seraient concernées dans cette affaire de fuite d'or, mais la question fondamentale est de savoir pourquoi on n'a pas encore des personnes interpellées. Est-ce que ces gens ne sont pas connus? Est-ce que le Cameroun n'est pas suffisamment renseigné ou alors notre renseignement n'est pas suffisamment outillé pour déterminer quels sont les gens qui font sortir cet or-là, qui profitent justement de ces fuites d'or? Je ne sais pas si cette question trouve sa pertinence dans notre environnement, quand on sait que le scandale Covid-Gate, des noms avec des faits ont été rendus publics par la Chambre des comptes. Ces gens sont encore là, les ministres, secrétaires d'État et autres, ils sont encore au pouvoir. Personne n'a été, n'est-ce pas, menacé de quoi que ce soit. Personne. Alors, si vous avez eu Covid-Gate, vous avez eu la Can-Gate, ou au contraire, au lieu d'interpeller des gens qui ont détourné de l'argent, parce qu'ils sont bien connus, ils ont plutôt reçu, n'est-ce pas, des distinctions honorifiques comme ayant bien travaillé. Peut-être qu'ils ont bien travaillé en détournant de l'argent. On a eu le scandale Glencore. Les noms sont connus. Les gens sont connus. Bah, personne jusqu'ici n'a été interpellé. Pourquoi voulez-vous que les 2000 milliards, les plus de 2000 milliards de pertes que le Cameroun aurait, n'est-ce pas, connu ces 5 dernières années, pourquoi voulez-vous que les gens soient interpellés quand il y a d'autres cas similaires, sinon plus graves, et que personne n'a été interpellé? J'ai envie de poser la question, qui va interpeller qui? Puisque c'est eux, hein, comme on dit au quartier, c'est eux. C'est A qui a détourné, B a détourné, C a détourné, D a détourné. Alors, A va interpeller B, B va interpeller C, C va interpeller D. Je vois pas qui va interpeller qui. Je vous ai dit, de mon point de vue, Monsieur Biya, physiquement et mentalement, de mon point de vue, ne peut plus tenir, et ça se voit très bien que quand vous avez donc un bateau dont le capitaine n'a plus les manettes, eh bien, le bateau va à la dérive. Et c'est la situation du Cameroun, tout simplement. Et nous, on est là. C'est pour ça que moi, j'appelle toujours la lucidité des Camerounais. Si on ne s'organise pas, si on ne structure pas des actions en synergie pour reprendre le pouvoir souverain qui appartient au peuple, je ne vois pas comment nous allons en sortir. Moi, je n'attends rien aujourd'hui de concret, n'est-ce pas, qui puisse nous conduire à une nouvelle façon de gouverner avec les personnes actuelles. Je n'attends plus. Au contraire, je pense qu'il y a urgence pour les Camerounais de sortir M. Biya de la situation de captivité dont il fait objet. Ah, vous trouvez qu'il est en captivité? Moi, je le disais déjà il y a quelques années. Mais aujourd'hui, je suis davantage convaincu avec tous les événements que le Cameroun traverse. Mais il a annoncé, son retour annoncé, c'est vrai que c'était annoncé, d'après les informations qu'on a eues, je ne sais pas si c'était vraiment fondé, c'était annoncé lundi, mais apparemment on aurait repoussé son retour. Vous comprenez donc que aujourd'hui, on le déplace, on le ramène et machin, comme ça se passe avec tous les grands-pères que nous avons connus. Biya n'est pas une personne, c'est pas un extraterrestre, c'est une personne physique comme vous et moi. On a tous connu nos grands-parents à cet âge-là. Quand on dit on va t'amener à l'hôpital, il va pas vous dire je ne pars pas à l'hôpital.
vous le portez, vous l'amenez à l'hôpital tout simplement, et vous le ramenez à la maison. Je crois qu'il faut qu'on soit, oui, peut-être M. Biya nous a habitués dans son système de gouvernance au silence, n'est-ce pas? Et donc, du coup, nous pensons que non, comme il a toujours été silencieux, c'est le cas encore aujourd'hui. Sauf qu'on oublie qu'aujourd'hui, c'est plus le silence stratégique. C'est un silence forcé par la condition physique de l'homme. Donc, il faut que les Camerounais comprennent ça. Ce n'est plus le silence d'hier où, stratégiquement, il avait conçu, n'est-ce pas, son système de gouvernance par les silences. Aujourd'hui, ces silences, en réalité, sont dictés par sa situation physique et mentale. À cet âge-là, on n'a plus envie de bruit, on n'a plus envie des agitations autour, on a envie vraiment du silence. Et donc, si nous-mêmes, on ne s'organise pas à leur sortie, moi, je pense qu'il y a nécessité de s'organiser pour sortir le président de l'état de captivité dont moi, je pense qu'il est aujourd'hui. Peut-être à travers le nouveau gouvernement qui est attendu ou à la nomination du vice-président. Qui va mettre le nouveau gouvernement? Peut-être son retour. Qui va mettre le nouveau gouvernement? Je vous dis que quelqu'un en captivité, vous ne pouvez pas dire en même temps qu'il va mettre un gouvernement. Non, moi je ne vois pas. Alors, si un gouvernement élu, par exemple, à l'antenne Asia TV, ça ne viendrait pas de lui? Je crains que ça crée du grabuge. Je crains que ça crée du grabuge. Je dis bien je crains. Je crains que ça crée du grabuge. Quelqu'un disait encore que si ce n'est pas, j'ai entendu ça quelque part, que si ce n'est pas le président Biya lui-même qui tient les papiers pour lire un gouvernement, personne... Mais il l'a jamais fait dans le passé. Mais aujourd'hui, il me semble que la preuve, c'est que voilà un document qui arrive à la CRTV, on ne l'a pas lu. On n'a pas lu. On nous fait croire que c'est un faux. Comment c'est un faux? Comment? Pourquoi on ne nous donne pas les noms du gouvernement qui était là? Pourquoi on ne nous donne pas les informations qui étaient là-dedans? Sauf faux là, c'est par qui? Comment? Vous pensez sincèrement qu'un Camerounais inconnu peut débarquer comme ça? D'abord, il est à l'office des radios. Après, il va à la télé. Il rencontre le directeur général. Et on nous laisse croire que non, c'est un banal Camerounais qui a monté son affaire de toutes pièces. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut simplement que on commence à considérer que tout peut arriver dans notre pays et qui crée une situation incontrôlable et dont nous avons la responsabilité, nous, en tant que Camerounais, de nous organiser pour éviter la catastrophe. Je crois que nous ne devons pas attendre la catastrophe. Nous devons éviter la catastrophe et c'est possible. Que les gens arrêtent les guéguerres dans les réseaux sociaux, tribales et autres, qu'on s'organise comme un seul homme pour demander à notre président de la République actuelle qu'on a imposé, parce que moi, je dis encore qu'on nous l'a imposé. Je ne suis pas sûr que M. Biya avait choisi lui-même de se présenter. D'ailleurs, un de ses ministres avait bien dit qu'on était sur 50-50, parce que visiblement, lui-même pensait que le président ne pourrait plus. Donc, je crois que finalement, des gens ont réussi à nous l'imposer. Mais nous pouvons nous organiser aussi à le sortir de cette captivité et reprendre les rênes de notre pays. Si nous voulons, n'est-ce pas, les changements se fassent dans la paix. Et comme on dit, sans douleur. Je crains qu'avec ce régime et la situation du président actuel, les changements se fassent dans un trouble incontrôlable qui va plaire à personne. En tout cas, on ne le souhaite pas. Merci infiniment, Monsieur Philippe Nanga, pour vos réponses pertinentes au cours de cet échange qui a duré pratiquement 1 heure du temps. Merci une fois de plus de nous avoir accordé ce privilège. Merci aussi à vous, à votre média, qui accepte de partager notre point de vue sur ces questions qui me semblent être hautement d'importance pour la vie de chacun d'entre nous et la vie même de notre pays. C'est toujours l'occasion pour moi d'appeler les Camerounais à la sérénité, à la lucidité, à la solidarité. D'appeler également les amis du Cameroun, n'est-ce pas, à accompagner les Camerounais à se sortir de là. Nous avons les moyens, nous devons nous mettre ensemble pour y arriver tout simplement en arrêtant les discours de haine, les conflits tribaux, n'est-ce pas, qui ne nous aident en rien du tout, qui ne nous font pas avancer. Notre pays est riche, il y a un petit groupe de personnes qui s'est accaparé du pays et qui fait de nos richesses leur bien personnel et qui nous nargue, n'est-ce pas, au-delà ces détournements massifs et de ce massacre, n'est-ce pas, de nos biens et ressources
collectifs, n'est-ce pas, aujourd'hui, et qui malheureusement créent la pauvreté, la misère au sein de notre société, ô combien si riche pourtant. Mesdames, Messieurs, je rappelle que Monsieur Philippe Nangaye, président de l'ONG... coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir. Merci d'avoir justement consacré votre temps à nous regarder durant cet entretien. On se retrouve très prochainement avec un autre invité pour la même émission Parole d'Homme. Je vous invite à continuer à liker, à commenter, à partager nos publications. Et surtout, n'oubliez pas d'abonner vos proches sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt. Bonjour, Echo 237 visite les résidences mises en vente par Express Immobilier La Vallée. Nous sommes à Emana. Nous sommes justement venus sur le site avec certains clients venus de la diaspora. Ils ont décidé même d'être présents sur le site et voir à quoi ressemblent ces résidences mises en vente par Express Immobilier La Vallée. Et puis, Echo 237 en tant que partenaire désormais de cette entreprise immobilière, nous sommes tenus justement de ramener les potentiels acheteurs sur le site. Vous avez du mal à croire que nous sommes au Cameroun. Eh bien, nous sommes bel et bien au Cameroun. Nous sommes au quartier Emana. Donc, après ce site, avec justement ces potentiels clients venus de la diaspora, comme je l'ai dit tantôt, nous allons nous rendre du côté de Soa, puisque il faut le préciser, de ce côté également, il y a des triplex, il y a de très belles villas de ce côté, la mise en vente, et le prix vraiment est à la portée de ceux qui aiment ce qui est bien fait. Mesdames, Messieurs, nous sommes à Kolfolo, à 1 kilomètre de l'université de Soa. Vous constatez avec moi que les résidences mises en vente par Express Immobilier La Vallée sont encore en chantier. Oui, il y a encore des travaux qui sont en train d'être effectués sur ce site, vous le constatez. Mais cela n'empêche que les acheteurs potentiels puissent réserver maintenant. Ce serait une aubaine pour vous, mesdames et messieurs. Ici, nous avons affaire au même type de construction dans un quartier résidentiel. Vous pouvez imaginer donc au niveau même des prix, il y a quand même une certaine différence. Puisque Emana, au niveau du chemin de la proximité avec la ville, est plus proche du centre-ville de Yaoundé par rapport à Kolfolo où nous nous trouvons actuellement. Donc, il y a une différence au niveau du prix, mesdames et messieurs. Donc, vous devez absolument saisir l'opportunité. Il y a les T4, T5, c'est-à-dire 5 chambres, 4 chambres. Donc, ça varie donc en fonction du nombre de chambres. Mais la configuration reste pratiquement la même. Vous avez pour chaque résidence un parking. Vous avez un espace de jeu, c'est-à-dire un aire de jeu pour les enfants. Vous avez un gardien qui veille 24h/24. Vous avez toutes les commodités qui vont avec des espaces verts aménagés de part et d'autre, comme c'est le cas à Emana. Donc, ici, vous n'aurez rien à vier à Emana, simplement que la proximité avec le centre-ville est un peu différente. Mesdames et messieurs, saisissez l'opportunité maintenant que vous offre Express Immobilier La Vallée avec Echo 237, partenaire désormais. Voilà, nous sommes avec le responsable commercial de Express Immobilier La Vallée. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien et vous? Ok, ça va. Nous sommes là avec certains potentiels clients. Ok. Est-ce que vous pouvez rassurer les gens qui nous regardent Oui. que véritablement le partenariat est scellé avec Echo 237? Ah oui, nous avons effectivement noué un contrat de partenariat avec la plateforme Echo 237 afin qu'elle puisse, au travers de son management, nous trouver une bonne clientèle, notamment la diaspora. Et effectivement, nous sommes ici sur le site de Soa où nous avons 6 résidences de type T5 disponibles clé en main dans quelques jours. Et donc, vous pouvez effectivement, je m'adresse à tous les clients, passer par la plateforme Echo 237 afin d'entrer en contact avec nous et vous bénéficierez de ces magnifiques logements qui seront disponibles avec du matériel de haut de gamme. N'oubliez surtout pas, en contactant Echo 237, vous bénéficierez d'une certaine remise sur le montant demandé, mesdames et messieurs. Donc, c'est ça l'avantage de contacter Echo 237 pour entrer en possession de votre résidence, si ça vous intéresse naturellement. Et nous sommes ouverts pour les visites. Si vous êtes au Cameroun ou alors si vous êtes à la diaspora, vous avez quelqu'un sur place et vous souhaitez visiter ces différentes résidences, que ce soit à Soa ou encore à Emana. Pour l'instant, ce sont les résidences qui sont pratiquement déjà disponibles. Nous sommes sur le terrain actuellement avec de potentiels clients qui ont décidé justement d'être là et ils sont passés par Echo 237 pour y arriver. Vous aussi, vous pouvez faire de même. Contactez-nous et bénéficiez des remises. C'est ça l'avantage de contacter Echo 237, le partenaire désormais de Express Immobilier La Vallée. C'est un partenariat scellé désormais. Mesdames et messieurs, profitez-en. On vous attend. Appelez-nous. Les contacts s'affichent et profitez de cette aubaine
C'est vraiment waouh.